Bonjour à tous et bienvenue sur la voie des entreprises spirituelles. Je suis Sophie Hérault Et je suis Nolwenn Heredia. et aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'interviewer Michel Brochu. Michel, bonjour. Bonjour. Donc Michel, Merci de... pour te présenter rapidement, tu es dirigeant de l'entreprise Atelier Isaac que tu as créée il y a 25 ans. Une entreprise d'une cinquantaine de personnes qui est spécialisée dans la construction bois et rénovation et dans l'éco-construction, et ça depuis sa création. Tu as un rêve, celui de créer des lieux de vie chaleureux, inspirants, qui rayonnent, et notamment pour ça, grâce à l'énergie des matériaux que vous choisissez et l'amour que mettent les collaborateurs quand ils réalisent leur ouvrage. Tu es un autodidacte qui se construit au fil de ses expériences personnelles et collectives, et tu es de plus en plus certain que la vie nous offre ce dont nous avons besoin pour grandir et réaliser notre mission. La présentation est rapide, mais je trouve qu'elle te correspond vraiment bien. Alors, aujourd'hui, l'objectif est de parler de spiritualité et plus particulièrement de toi, la façon dont tu vis cette spiritualité en lien avec ton entreprise. Est-ce que tu veux bien nous dire pourquoi, selon toi, la spiritualité a justement une place dans le monde de l'entreprise? Alors, c'est un vaste sujet déjà. Et déjà, je voudrais commencer par dire que tout ce que je veux dire, en fait, ça m'appartient. Donc, ça me, enfin, tout ce que je dis, ça m'appartient. Après, ce que les gens en font, ça leur appartient aussi. Ça commence par ça, déjà, la spiritualité, c'est-à-dire déjà être en accord avec ce qu'on dit. Et puis pour moi, ça fait partie de la vie, en fait. Donc, on parle souvent. Poser la question aussi, qu'est-ce qui fait que je respire en fait? Qu'est-ce qui fait que mon cœur bat? C'est deux questions qui sont existentielles et du coup, que je sois dans l'entreprise ou n'importe où, visiblement mon cœur bat et que je respire aussi, quoi. Donc, ça veut dire que la spiritualité, c'est aussi en lien avec la vie, avec le souffle de vie de mon point de vue, et que du coup, bah, quel que soit l'endroit où je suis, et bah, ça, elle est présente en fait. Et donc, l'entreprise. Je trouve que c'est important enfin pour moi en tous les cas, d'avoir ça en tête et de se dire, ça sert la spiritualité, bah, pourquoi? Parce que bah, ça donne du sens aussi. Ça donne du sens à, à ce qu'on fait. Et, euh, et donc parfois, il y a des choses qu'on n'est pas forcément obligé de comprendre, mais pour autant, de savoir qu'il y a une vérité derrière, en fait, sans pour autant comprendre le pourquoi. Donc ça, je trouve, c'est important. Et puis, bah, dans une entreprise, ça sert aussi à le sens. C'est hyper important dans une entreprise et notamment, ça sert à clarifier aussi la raison d'être d'une entreprise, puisque la raison d'être, c'est ce qui donne aussi le sens à l'entreprise. Et en ça, bah, je trouve que c'est important pour une entreprise de clarifier aussi la raison d'être pour tous ceux qui vont travailler dans l'entreprise, mais aussi avec l'entreprise, tout l'écosystème qu'il y a autour. Euh, Ça permet aussi comment dire, bah, d'être au clair avec ça, en fait. Et donc, si je suis au clair avec le sens, bah, du coup, je peux vivre les choses aussi plus paisiblement, euh, être plus dans la sérénité, et puis avoir accès aussi aux informations dont j'ai besoin pour servir, en fait, l'objet de l'entreprise, parce que c'est une entreprise, enfin, je veux dire, il n'y a pas de code, il n'y a pas de méthode, c'est adapté aux personnes qui sont dedans. En fait, c'est les, les personnes qui constituent l'entreprise qui font, on peut dire, son aura, qui font son image, et donc il y a pas de
une notice d'emploi toute faite qui sera applicable à toutes les entreprises en fait. Et chaque entreprise est différente, a une entité, on pourrait dire une âme aussi, qui est la somme des gens qui la constituent et qui bouge en permanence, qui est vivante. Et c'est ça qui fait la force d'une entreprise. Et donc, euh, ça s'entretient, ça se nourrit. Voilà, voilà un petit peu pourquoi la spiritualité dans l'entreprise. Ben, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tous les cas, comment je le vois, comment je le vis aussi au quotidien. Et en fait, ça aide aussi, par exemple, c'est s'inspirer aussi de la nature beaucoup. Et dans la nature, quand il y a du stress, les êtres vivants de la nature, ils s'entraident en fait dans le stress. Donc, que ce soit les arbres, les végétaux ou les animaux, il y a de l'entraide qui se fait. Et nous, les humains, ben justement, quand on se coupe de la spiritualité, on a plutôt tendance à se déchirer, à se juger, à reporter la faute sur les autres, à se dédouaner, enfin ainsi de suite en fait. Donc on va aller chercher, alors que si on est dans une attitude justement où on va rechercher la paix, on n'est pas là pour chercher des coupables en fait. Et ben, du coup, si on est plus en attitude de coopération, ben, on va plus reproduire ce qui se passe dans la nature et du coup, ben, on va aider, on va s'aider, on va coopérer ensemble, on va faire ensemble et on va servir aussi de nos différences pour en faire une force en fait et de nos faiblesses aussi pour en faire des forces aussi. Voilà. Alors du coup, alors, je pense que tu as déjà répondu à cette question-là, mais peut-être que tu voudrais rajouter autre chose. Que signifie pour toi intégrer une dimension spirituelle dans le business? Alors, intégrer une dimension spirituelle, pour moi, c'est justement être à l'écoute de l'autre aussi. Donc, que ce soit un salarié de l'entreprise, un collaborateur ou un client ou un fournisseur ou un partenaire, peu importe. Et c'est l'accepter aussi tel qu'il est en fait. Et donc ça, je trouve que, enfin, de mon point de vue, c'est très important. Et donc, ça veut dire que j'accepte aussi l'imprévu. Parce qu'à partir du moment où j'accepte l'autre, je suis pas en posture de domination sur l'autre en fait. Et donc j'accepte aussi l'imprévu sans porter de jugement. Et, et donc ça, c'est quelque chose que je trouve aussi de très riche, parce que du coup, ça vient aussi me nourrir ou me toucher aussi intérieurement. Et c'est là où ça devient intéressant, spirituellement, si on peut le dire, parce que du coup, j'apprends aussi beaucoup à travers ça, en fait. Donc quand je disais tout à l'heure en introduction que en fait, ce que je dis, ça m'appartient et ce que l'autre entend, ça lui appartient, ben là, c'est la même chose aussi. Quand je suis en relation avec quelqu'un, quelle que soit la personne, ben, quand elle dit quelque chose, ça lui appartient, mais moi, ce qui m'appartient, c'est ce que j'en fais et ce que j'en comprends, en fait. Et donc, parfois, on peut dire des choses à des personnes qui sont pas du tout perçues de la même façon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que la personne fait avec ça, en fait. Et si je le dis de cette façon-là, sans doute qu'il y a un sens que je connais pas, que je comprends pas, mais en tous les cas, pour la personne en face, ça veut dire quelque chose, en fait. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait, la communication. Et donc, intégrer dans le quotidien, dans l'entreprise, bah, là, on va, on va pouvoir faire de l'entraide, pouvoir faire de l'échange, euh, pouvoir être aussi au même niveau. C'est-à-dire que euh, bah, dans les relations, c'est à quel niveau je me positionne, en fait. Donc, si je suis sur un niveau supérieur, pour moi, la spiritualité, il y a peu de chances qu'elle s'exprime. On va plutôt avoir du jugement, déjà, forcément. Si je suis supérieur, c'est-à-dire, me considère par rapport à l'autre supérieur, donc je suis dans le jugement, évidemment. Et donc, l'écoute sera complètement différente. Je n'aurai pas une écoute profonde
de l'autre, de ce qui se passe. Et donc les enjeux qui suivent derrière sera pas tous les résultats qui seront obtenus seront des résultats soit obtenus sous la soumission, soit sous la peur, soit enfin, avec des, des émotions différentes. Alors que en étant dans une écoute, en considérant l'autre comme quelqu'un d'égal à soi, en fait, bah, on va trouver des compromis et à la fin, on va trouver un compromis qui fait que chacun aura fait un pas et qu'on trouvera quelque chose qui est équilibré, on trouvera équitable pour l'un et pour l'autre, en fait. Et donc ça permet aussi, enfin cette attitude-là, ça permet aussi que qu'on puisse exprimer ses besoins librement, alors que dans la posture de jugement, de dominé, dominant, les besoins ils sont souvent pas exprimés, en tous les cas au moins pour une des deux personnes. Donc s'ils sont pas exprimés pour une des deux personnes, de toute façon il n'y aura pas de compromis, parce que à partir du moment qu'on n'est pas le besoin de la personne, on ne pourra pas faire de compromis et qu'on n'en sortira pas gagnant-gagnant dans la relation en fait. Mhm. Alors, justement, comment, là, tu parles de l'écoute, tu parles aussi d'avoir donné une vision. Euh, Est-ce que ce sont les seuls, comment dire, euh, parce que c'est pas si évident que ça, malgré tout. Enfin, là, tu donnes plein de choses de bon sens, mais d'allier le business et la spiritualité au quotidien, quand on parle du monde de l'entreprise, c'est pas si évident que ça. Euh, Dire il faut écouter l'autre, enfin, voilà, c'est pas si évident que ça. Donc toi, comment tu t'y prends concrètement en fait, justement pour garder cette posture d'écoute, pour être sûr que la vision que tu portes, elle soit claire pour les autres. Comment ça se traduit en fait pour toi? Alors écouter l'autre, ça veut pas dire être d'accord avec l'autre en fait. Donc il faut pas confondre non plus les choses en fait. Écouter l'autre, l'écoute en fait, pour moi, elle se fait par le questionnement, en fait. C'est-à-dire que je vais aider l'autre aussi à exprimer son vrai besoin. C'est ça l'écoute aussi. C'est-à-dire la capacité à, justement à l'accompagner, à exprimer son vrai besoin. Et j'observe très souvent que dans la communication, dans le monde où on vit aujourd'hui, tout va vite et on est beaucoup dans un monde de jugement où on va dire on n'ose pas exprimer son vrai besoin et du coup on va commencer à dire des choses et, souvent par la peur d'être jugé ou autre. Et du coup, la relation, enfin, elle est pas saine de mon point de vue. Et donc du coup, c'est comment je permets à l'autre justement je lui permets d'exprimer son besoin. Bah, c'est dans l'écoute. En fait, quelque part, quand on s'exprime, bah, on vient chercher inconsciemment, on vient chercher ce qu'on a besoin, en fait. Même si on s'exprime mal, en fait. Il y a toujours un mot, il y a une attention, un mot, une expression, un comportement qui soit verbal, non verbal, qui vient dire quelque chose de notre besoin. Et c'est en ça que l'écoute, elle est intéressante. Et donc, effectivement, ce que je dis, ça peut paraître, je sais pas, bizarre ou autre, mais du coup, ça va venir directement en lien avec mes émotions, avec mes ressentis et avec tout ça en fait. Et donc l'écoute, elle se fait avec le corps, avec tout le corps entier hein, et pas juste avec les oreilles et le cerveau en fait. Et c'est là où ça change aussi un petit peu la donne en fait. Tant que je suis que dans le cerveau, je suis que dans le matériel, que dans essayer de trouver la logique et donc je suis très souvent dans la confrontation. Alors que si je laisse descendre et que j'intègre ça au niveau corporel, du coup, je vais me servir de toutes les antennes que j'ai, qui sont mes émotions, mes ressentis, et tout ça, ça va venir me guider
dans mon écoute et dans ma capacité aussi à m'exprimer, à questionner l'autre, à, à essayer de le comprendre, en fait. Ensuite, on voulait savoir comment t'en es arrivé là, en fait. Comment t'as eu cette envie de d'écouter autrement, de faire les choses différemment dans l'entrepreneuriat, puisque c'est pas le modèle quand même qu'on trouve partout aujourd'hui. Alors, ça n'a pas démarré dans l'entrepreneuriat en tant que tel. Moi, c'est une histoire c'est un accident de la vie qui m'a permis de prendre conscience en fait qu'il y avait autre chose en fait dans la vie en fait. Et donc, effectivement, ça m'est arrivé le 27 octobre 1998. Donc, c'était un jour de chance en fait. Ou alors, je me suis coupé des doigts, mais pour autant, c'était un jour, mon plus grand jour de chance. Donc, comme quoi, suivant comment on regarde les choses, elles peuvent être dramatiques ou elles peuvent être aussi... la même chose peut être aussi dramatique ou aussi lumineuse et joyeuse. Et donc c'est ça aussi la spiritualité, c'est être capable aussi de regarder les choses sous différents angles en fait. Et en fait ce jour-là, quand j'ai eu mon accident, je m'en suis même pas rendu compte aussitôt, puisque j'ai rien senti dans la machine. Et j'en suis juste rendu compte quand j'ai vu du sang qui a coulé sur la machine. Voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai regardé ma main et je me suis dit, ah, je me suis coupé. Alors que j'avais un doigt qui était complètement coupé, j'avais la main en sang. Et il n'y a pas eu de panique en fait. Et aussitôt, j'avais eu deux messages dans l'année que, bah, à l'époque, je les écoutais pas, donc comme beaucoup de gens aujourd'hui. Et donc ils sont revenus tout de suite. La première chose qui est venue, c'est ça en fait. Les deux messages que j'avais eus qui sont arrivés. Et donc à partir de là, je me suis dit, waouh. Et à l'intérieur de moi, je me suis dit, t'as joué, t'as perdu. Et voilà ce que je me suis dit. Et alors que j'avais la main en sang, les doigts coupés. Et tous les gens autour de moi étaient tous paniqués, sauf moi en fait. Alors, je ne sais pas l'expliquer en fait. Et j'ai jamais eu mal en fait. Donc D'accord. tout le monde me disait, mais ouais. Et voilà, parce que j'ai accepté. J'ai j'ai accepté aussitôt ce qui s'était passé. Et du coup, bah, après, je suis allé à l'hôpital, j'ai été opéré, machin, truc. Mais j'ai pas eu de douleur en fait. J'avais pas de douleur, enfin, des douleurs qui étaient supportables, je veux dire. J'ai attendu 25 minutes l'ambulance, enfin, je sais plus combien. Tout le monde autour de moi était stressé, sauf moi en fait. Voilà, ben ça m'a questionné en fait. J'aurais pu dire, bon bah ok, c'est banal, et puis c'est de la faute de ceci, de cela, ainsi de suite. J'ai pas cherché à aller trouver un coupable ou quoi que ce soit, puisqu'il y avait une erreur de fait sur la machine avant, et peu importe. Et voilà, ce jour-là, il devait m'arriver ça, et je devais en faire quelque chose en fait. Alors Donc à partir de justement, là, oui, tu as choisi d'en faire quoi justement parce que tu dis bah, j'ai joué, j'ai perdu, donc ça veut dire il y avait vraiment un état d'esprit avant et que hmm. ça là, avec une prise de conscience, il y a un état d'esprit après. Et donc, c'est quoi là, cette nuance entre les deux là que tu fais entre cet avant et après? Bah, en fait, il y a la vie avant et la vie après. J'ai deux vies en fait. Donc j'ai deux vies qui sont complètement différentes. C'est là où après j'ai commencé j'ai creusé pour comprendre aussi comment fonctionnait, enfin, la vie. Je me suis intéressé à beaucoup de sujets pour comprendre et pour expérimenter en fait, parce que c'est l'expérience qui fait la différence. C'est de lire des livres, c'est bien, mais de mettre en pratique, c'est mieux quoi. J'expérimente et puis je vois et donc forcément, évidemment, écouter ses émotions, écouter ses ressentis, c'était pas des choses que j'avais l'habitude de faire, hein. Donc, en pratiquant, bah, forcément, ça a changé beaucoup de choses, qui fait que à l'époque, j'avais pas mon entreprise, donc je me suis construit comme ça. Et quand j'ai construit mon entreprise, bah, je me suis dit, j'ai envie de faire une entreprise où j'ai envie de vivre ce que j'ai envie, enfin ce qui est au fond de moi dans mon entreprise. J'ai envie de pratiquer aussi cette forme de management, cette forme de,
cette forme d'entreprise aussi avec ses valeurs. Donc c'est là, c'est à partir de là, quand j'ai créé mon entreprise, bah, j'ai commencé à y mettre ses valeurs, à intégrer aussi ce mode de fonctionnement que j'ai forcément, il y a 25 ans, je n'avais pas la même connaissance que j'ai aujourd'hui, mais j'ai commencé à intégrer ça et, euh, et ça m'a beaucoup aidé dans le quotidien. Et ce qui est surtout important, c'est que j'ai toujours pris du plaisir en fait. Et j'ai toujours eu du plaisir, de l'enthousiasme à faire ce que je faisais, parce que j'ai trouvé du sens aussi, que ce soit sur l'activité ou sur la relation que j'ai avec mes collaborateurs. Et même dans les moments difficiles. J'ai vécu aussi des moments difficiles. Enfin, une entreprise, quelle que soit l'entreprise, il y a des moments difficiles. Mais dans les moments difficiles, c'est ça qui m'aide aussi à passer ces moments difficiles. C'est de savoir que au bout du tunnel, il y a de la lumière, en fait. Et que s'il y a un moment difficile, il vient aussi m'apprendre quelque chose. Et en général, c'est dans les moments difficiles où j'ai le plus appris sur moi et où j'ai pu le plus après apporter à l'entreprise, en fait. Comment, du coup, ça se traduit concrètement quand tu as un souci dans l'entreprise? Comment ça se traduit? Comment tu fais? Quelles questions tu te poses que ne ferait pas un entrepreneur lambda? C'est quoi la différence pour résoudre les problématiques? Alors moi, aujourd'hui, je pense que, enfin, je vis ça comme ça, en fait, et ce que je transmets aussi à mes collaborateurs. En fait, chaque problème, c'est une opportunité de grandir. Donc, en fait, si j'ai plus de problème, j'allais dire, je suis un peu maso, mais ça devient triste, en fait. Et donc, soit les problèmes, je les refoule, et du coup, je remets ça sur la cause d'un tel, machin, truc, et que je passe mon temps. Et du coup, ben, je revis toujours les mêmes problèmes, en fait. Ou soit je les prends comme une opportunité, et je me dis, ben, qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Qu'est-ce que je peux comprendre de ça, de moi, de mon fonctionnement, de l'entreprise, et, euh, et là, ça devient challengeant, en fait. Ça devient quelque chose euh, de, de, comment dire, pépitant, en fait, quelque part, en me disant, mais waouh, j'ai ce problème-là, et du coup, je vais me poser des questions. Et il y a une chose dont je suis certain, c'est que la solution, elle existe avant le problème, en fait. Et donc, quand on est dans cet état d'esprit-là, bah, en fait, la solution, elle est toujours autour du problème. Et elle existe déjà avant. Bah, le jeu, c'est de la trouver, en fait. Du coup, ça devient un jeu, en fait. Au lieu d'être une contrainte où, du coup, je suis en colère, je veux pas endormir de la nuit, machin, bah, le jeu, c'est dire, tiens, comment je peux mettre mon intelligence, toute mon intelligence spirituelle, émotionnelle, au service de la cause, en fait. Qu'est-ce que je vais en apprendre de ça, en fait? Ou comment je peux aider mes collaborateurs à mettre toute leur intelligence au service de la cause. Et comment je les... Et donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, après. Et pour le coup, ça change complètement l'état d'esprit. À partir de ce moment-là, j'ai plus besoin d'être en colère, j'ai plus besoin d'être... j'ai juste besoin d'être en paix et d'ouvrir toutes mes antennes, de capter, de me dire, bah, la solution, elle est là, en fait. Et, 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 euh, et donc, je sais que je vais la trouver. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que je vais la trouver. En étant dans un état d'esprit comme ça, je sais que je vais la trouver. Et en général, ça va assez vite, en fait. Il nous Et du a... coup, la solution, Vas-y, vas-y, je t'en prie, je termine. et du coup, la solution vient, vient m'apporter une nouvelle expérience, des nouvelles connaissances, un nouveau regard sur la chose ou autre, en fait. Il me permet aussi d'améliorer des processus, d'améliorer ma relation avec l'autre, et ainsi de suite.
Alors, tu nous parles beaucoup, enfin, en fait, il y a cette notion d'intelligence collective, d'amour pour le travail bien fait, le fait d'écouter les collaborateurs. On sent vraiment que c'est quelque chose de collectif, c'est-à-dire que rien ne se fait vraiment tout seul, hein. Tu les as vraiment inclus, tes collaborateurs. Ils te le rendent bien d'ailleurs. Enfin, quand on connaît les collaborateurs Isaac, on sait qu'ils ont envie de rester dans cette entreprise, ils ont envie de la faire. Enfin, voilà, il se passe un truc. Et une des questions qu'on se posait avec Nolwenn, c'est difficile pour un dirigeant. euh, Parfois, c'est le dirigeant qui porte l'entreprise. Et j'ai l'impression que toi, tu as réussi à faire en sorte que ce n'est pas que toi. C'est l'ensemble de enfin, toutes les personnes qui constituent l'entreprise portent cette entreprise, portent le projet. Et comment tu as réussi à créer ça? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de démotivation, des gens qui viennent pas, des gens qui je viens là pour 3 mois et puis je m'en vais, je te préviens pas. Enfin, bon, on sent bien que c'est pas forcément facile cette relation avec les collaborateurs. Et toi, pourtant, tu as réussi à instaurer ça. Alors, tu nous as déjà donné plein de pistes, mais donne-nous d'autres éclairages par rapport à ça. Bah, comment j'ai réussi? Bah, oui, c'est reconnaître l'autre déjà dans ce qu'il est, en fait. C'est accepter l'autre et ne, accepter l'autre tel qu'il est et ne pas avoir de. Moi, je me considère pas supérieur à l'autre, en fait. Et donc, c'est clarifié aussi. En tant qu'être humain, on est tous égaux, de mon point de vue. Donc, pour moi, tous les êtres humains sont égaux. Et après, on a des rôles à jouer dans notre existence dans cette vie-là, en tous les cas. Et donc, on joue des rôles, en fait. Mais le fait de jouer un rôle ne me donne aucun pouvoir en tant qu'être humain sur un autre être humain, en fait. Et ça, c'est important, la clarification, en fait. Et donc, ça veut dire que ma relation avec l'autre, évidemment, je peux donner des ordres parce que c'est mon rôle. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je vais pas lui dire, je vais pas aller lui dire, est-ce que tu peux descendre de machin? Je peux avoir des moments où je suis ferme, c'est normal. Mais c'est pas pour autant c'est parce que je le respecte que je fais ça. Parce que j'ai du respect pour lui en tant qu'être humain. J'ai pas envie qu'il se blesse ou autre chose. Donc, du coup, dans le contexte, je vais adapter ma communication au contexte, en fait. Parce que je le respecte. Et du coup, il va le ressentir aussi de cette façon-là, en fait. Mais à aucun moment, je vais le juger. Et, euh, et ça, pour moi, les salariés qui travaillent dans les entreprises, ils ont besoin d'être reconnus en tant que personnes de qui ils sont, en fait. Et, euh, et donc, on va pas faire, moi, j'ai pas envie d'avoir des clones, en fait. M'intéresse pas. Un clone, pour moi, c'est pas une vraie personne en tant que telle, parce que elle a été modifiée. On est tous différents, et donc la somme de nos différences qui fait la force, en fait. Si on sait accepter nos différences comme ça, et donc et grandir à travers nos différences, ben en fait, dans une entreprise, le chef d'entreprise, il n'a pas besoin de tout savoir. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas et que mes salariés savent beaucoup mieux que moi. Ils sont beaucoup plus forts que moi sur plein de domaines. Et j'ai aucun problème à, à le dire, en fait. C'est ça qui fait la force d'une entreprise, en fait. Et si c'est moi qui dois tout maîtriser, qui dois tout, une personne avec mon petit cerveau, je serai toujours moins performant que 50 cerveaux. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, et donc, quand le chef d'entreprise, il veut tout maîtriser partout, bah, ça marche pas, en fait, parce qu'il donne pas envie. Alors que moi, l'inverse, moi, je pousse. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de faire grandir tous mes collaborateurs, c'est de faire qu'ils soient eux-mêmes déjà, qu'ils se trouvent eux-mêmes, qu'ils soient heureux de venir travailler, heureux dans leur travail, qu'ils s'épanouissent et qu'ils vivent vraiment leur vie avec ce qu'ils sont. Et pas aussi de faire comme le copain ou comme je sais pas qui, en fait. Et là, je sais que à partir de là, quand ces conditions-là elles sont mises, ce qui se passe, c'est la créativité, elle est là, en fait.
Et donc, la force d'une entreprise, c'est la somme de ses créativités. C'est ça qui fait la force d'une entreprise, en fait. Et donc, à partir du moment où le collaborateur, il est dans une posture qu'il est reconnu, il peut créer, quel que soit son rôle, en fait. Et là, ça devient une puissance pour une entreprise, en fait. S'il y a 50 collaborateurs qui créent tous les jours, ça devient très puissant. Et ça donne envie, et ils se partagent leur création les uns les autres. Alors que s'il y a que deux personnes qui créent dans une entreprise ou qu'une, bah, le pauvre, les épaules, elles sont bien écrasées, quoi. Et le soir, il rentre, il est rincé, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça la vision que j'ai de l'entreprise et qui fait que mes collaborateurs, bah, ils viennent au boulot parce que bah, du coup, ils peuvent s'épanouir avec qui ils sont. Et, euh, et donc, et mon rôle, bah, quand je les vois en difficulté, bah, c'est d'aller les accompagner dans leurs difficultés. Pour faire à leur place, mais les accompagner, les rassurer, comment dire, bah, leur dire qu'ils ont du talent. Euh, j'ai fait des choses parfois avec des gens où je leur ai proposé des postes qu'ils voulaient pas prendre et je dis, mais, tu as tout le talent pour le faire, en fait. Moi, je te vois, donc est-ce que tu me fais confiance ou... Et personne, mais je dis, bah, t'as le choix, en fait. T'as le choix d'accepter ou de refuser. Ça t'appartient, en fait. Moi, si je te le propose, c'est que je sais que tu as la capacité de le faire. Et puis, je vais t'accompagner à le faire. Donc, voilà, c'est reconnaître aussi chez l'autre, justement, ces talents, cette beauté. Et, euh, et tout à l'heure, ben, on parlait justement et des problèmes, on en fait des opportunités, en fait. Et ça, c'est intéressant. C'est comment, après, on met ça en pratique aussi dans l'entreprise. Et quand on a tous des problèmes, comme je disais tout à l'heure, et ça fait partie de la vie. Et donc, c'est même pas de question là-dessus, en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Et aujourd'hui, bah, un problème, on va le poser sur la table. Et souvent, la personne qui a fait une erreur, par exemple, si c'est quelque chose qu'on juge qui est utile pour le collectif, on va lui demander, on va se retrouver avec les personnes qui sont concernées, qui peuvent être concernées par l'affaire, et on va demander à la personne de présenter son erreur. Et donc, ça veut dire que elle va présenter son erreur à ses collègues, en fait. Et donc là, il y a des conditions. Enfin, on est en sécurité. On n'est pas dans le jugement. On travaille sur le fait, on travaille pas sur la personne, en fait. Et là, du coup, bah, on va sortir une solution collective pour éviter que ça se reproduise, en fait. Pour le bien de tout le monde, en fait. Grâce à celui qui a fait l'erreur ou à celle qui a fait l'erreur. Et donc après, on va remercier celui qui a fait l'erreur de nous avoir fait réfléchir là-dessus, parce que on a tous grandi ensemble. Moi, c'est la vision d'entreprise qui me plaît, en fait, c'est celle-là. Comment tu fais pour le recrutement? Est-ce que c'est différent de que ce qu'on pourrait faire classiquement? Est-ce que tu regardes que sa compétence ou est-ce que tu regardes l'humain? Et est-ce que c'est cloisonné chez toi? Un poste est un poste ou il y a une ouverture? C'est pas parce qu'il est embauché pour une tâche qu'il peut pas faire autre chose. Comment ça se passe chez toi? Alors, il n'y a pas de cloison chez moi, donc du coup, c'est ça qui est intéressant. Parce que parfois, bah, il y a des gens qui viennent pour une tâche, et puis à un moment, il y a un poste qui se crée, et puis du coup, ils postulent parce que, ils ont envie de grandir ou autre, et donc, c'est toujours ouvert, et on favorise toujours le recrutement en interne, déjà dans un premier temps. Donc, on prépare. On a un mode de questionnement où on questionne les personnes sur leur vision du rôle qu'on propose, en fait, les compétences qui sont nécessaires. Enfin, on a tout un questionnaire et s'ils sont intéressés par ci ou qui ils verraient dans l'entreprise pour faire ce rôle-là, en fait. Donc c'est très intéressant, en fait. Parce que j'ai eu le cas, par exemple, pour
Donc là, je parle du recrutement interne, puis après, je vais revenir sur le. J'ai eu cas où la personne n'était pas candidate au poste, et pour autant, il y avait 80% des gens qui la voyaient dans le poste. Ça, c'est intéressant pour le coup. Et donc après, on diffuse forcément à tout le monde les résultats, parce qu'il faut être transparent, c'est important. Et quand on va rencontrer la personne pour lui dire, pour discuter avec elle et lui dire, bah, il y a 8 collègues sur 10 qui te voient à ce poste-là, et qu'on commence à questionner, bah, ça m'est arrivé quelques fois, deux ou trois fois, ouais, au moins, et la personne, à un moment, bah, elle se rend compte que ça lui plaît, mais en fait, elle se sentait, pour elle, au fond d'elle, elle n'était pas capable, en fait. Et à un moment, il y a, à un moment, il y a un moment dans le questionnement, quand on va questionner la personne, à un moment, il y a de la joie qui arrive, il y a quelque chose, et là, on se dit, waouh, ça y est, c'est son truc, quoi. Et du coup, après, est-ce que tu as envie d'expérimenter? Est-ce que tu as envie d'essayer? Et du coup, bah oui, j'ai envie. OK. Et t'es déjà reconnu par tes collègues, donc, et à chaque fois, ça s'est super bien passé, en fait. Donc, c'est une façon aussi de créer du dépassement de soi euh, tout en étant dans la confiance pour le coup. Et après, dans le recrutement externe, pour moi, ce qui est important déjà, c'est de bien clarifier le poste en fait, la mission. Euh, je me suis aperçu au fil du temps que plus je clarifiais la mission, plus je recrutais, j'avais des candidats qui étaient proches de mon souhait en fait. Donc je dis ça, c'est important et, euh, Et donc la mission, elle appartient à chaque entreprise. En fait, c'est pas, il y a pas de, là c'est pareil, c'est pas il y a pas de code ou autre en fait. Donc c'est, et après pour moi, ce qui est important dans l'entretien, enfin chez les personnes, euh, c'est le savoir-être en fait. Et là, moi, je m'attache beaucoup à la personne et moi, je recrute pas une compétence, je recrute d'abord une personne en fait. Et après une personne d'abord et après des compétences. Et, et si j'ai le choix, pour moi, ce qui est important, c'est le savoir-être de la personne, son envie aussi d'évoluer et, euh, et pas tant le niveau de compétence, c'est pas ma priorité en tous les cas. Parce qu'après, je sais que je pourrais la former. Et donc, à partir du moment où il y a un savoir-être et qu'il y a une envie d'évoluer, après, tout est possible en fait. Et, et donc, ça, enfin, pour moi, en tous les cas, c'est ce qui est le plus important. Après, il faut que la personne puisse s'intégrer dans le groupe, en fait. Et de par son savoir-être, bah, c'est là où je vais pouvoir mesurer si elle peut s'intégrer ou pas dans le groupe, en fait. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à travers ça, en fait. C'est juste que bah, on a une énergie de groupe, on a une éthique, on a tout ça. Et donc, est-ce que c'est possible pour cette personne de s'intégrer dedans ou pas. Et si c'est pas possible, mon rôle quand je fais un recrutement, bah, c'est enfin, en tous les cas de déceler ça et de me dire bah je travaille pour l'entreprise en fait et donc si je fais rentrer quelqu'un qui est pas du tout qui peut pas s'harmoniser avec l'entreprise, je vais pas lui rendre service ni à lui ni à moi ni à mes collaborateurs en fait, et ni à l'entreprise au final. Et donc ça c'est ma responsabilité, enfin ou celle de, je suis pas tout seul à faire de recrutement aujourd'hui, mais celle de ceux qui recrutent, c'est important, c'est notre responsabilité en tant que recruteur. Et puis on a le droit de se tromper aussi, parce que bah on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens, hein, et donc c'est normal. Personne ne sait ce qu'il y a dans ma tête, et je sais pas non plus ce qu'il y a dans la tête des personnes. Et donc il y a des gens qui jouent des rôles, qui sont très doués dans leur rôle. Ça m'est arrivé une fois euh, d'avoir, enfin
de m'être trompé. La personne a très très bien joué son rôle, mais je m'en suis rendu compte très vite aussi. Et du coup, au bout de 15 jours, il était parti en fait. Parce que ça correspondait pas du tout à ce qu'il m'avait vendu en tous les cas. Mais c'est ok aussi, quoi. Je me suis trompé, bah, j'ai pas de problème avec ça, en fait. Donc c'est important aussi d'accepter de se tromper, de clarifier aussi les choses avec la personne qu'on recrute pour lui expliquer bah, qu'est-ce qui est important pour nous dans l'entreprise et que si on match ensemble, bah, c'est un contrat, c'est du gagnant-gagnant et que s'il y en a un des deux qui se sent pas bien dans le contrat ou sur d'autres, sur quel que soit le niveau euh, que ce soit, bah, c'est qu'on se le dise en fait. Mhm. Et là aussi, on laisse la possibilité d'exprimer et de faire des points réguliers avec quelqu'un de nouveau, c'est important aussi, quoi. Parce que bah, ça peut être perturbant pour des personnes aussi d'arriver dans notre entreprise. Enfin, chaque entreprise est différente, mais ça peut faire rêver, mais en même temps, ça peut être aussi perturbant, en fait. Donc, j'ai le cas de, enfin, il y a quelqu'un que j'ai recruté il y a un an et demi et qui a eu ça a été compliqué son intégration, en fait. Et on savait. Du coup, ben, on a accompagné et ça a mis du temps. Mais pour autant, il avait envie. Et donc, on a aidé le groupe aussi à l'intégrer. Et du coup, maintenant, c'est OK, quoi. Mais il a fallu, il y a eu toute une période où on doit être présent pour accompagner ça, en fait. Parce qu'il était un peu décalé par rapport au groupe et parfois, il avait besoin aussi d'apprendre sur lui, sur la communication, de comprendre comment ça fonctionne. Et, et du coup, c'est une personne qui est très bien, enfin, qui est bien intégrée, qui est très bien intégrée maintenant et qui apprend beaucoup, en fait. Et j'adore. Parce que il est arrivé de loin et en même temps, il avance vite, en fait, parce qu'il voit ce que ça lui apporte aussi. Donc ça, c'est des expériences aussi, et ce que j'appelle aussi les petits cadeaux de la vie qu'on se fait les uns les autres, en fait. C'est cadeau pour l'entreprise, c'est cadeau pour lui, c'est cadeau pour ses collègues, en fait. Et c'est cadeau aussi pour les clients, au final. C'est vrai qu'on parle peu finalement, enfin on parle beaucoup là de l'entreprise, des collaborateurs, mais il y a les clients et les fournisseurs. Comment, comment se passe la relation avec eux et finalement quelle part de spiritualité, d'intuition, de connexion il peut y avoir dans le choix de travailler avec l'un plutôt que l'autre, euh, le fait d'apporter quelque chose peut-être en plus. Est-ce que tu peux nous en dire plus finalement sur ce qui va au-delà de l'entreprise, hein, mais qui permet aussi à l'entreprise de fonctionner? Alors nous, dans l'entreprise, on n'est pas... Quand on travaille avec des clients ou avec des architectes ou des maîtres d'œuvre ou peu importe, notre rôle, en fait, c'est pas d'être un exécutant, en fait. Donc on a des compétences techniques et puis aussi d'autres compétences et c'est comment on apporte nos compétences pour un projet, en fait. Moi, je pars du principe que ce soit un client particulier, un client professionnel ou une collectivité, euh, on construit des lieux de vie en fait. Et donc ces lieux de vie, ils ont été pensés pour quelque chose, ils ont un sens. À la base, ils ont été imaginés. Ils ont été imaginés il y a des raisons qui font qu'ils ont été imaginés. Et donc ça, c'est important en fait. Et c'est important, nous, en tous les cas, en tant qu'entreprise, de respecter ça en fait. Le, le, le choix, on peut dire un peu l'éthique du projet.
les raisons qui ont fait ça, c'est important de les respecter en fait. Et, quand on le, et du coup, quand on respecte ça, bah, ça veut dire qu'on on respecte la personne. Après, on vérifie si on a des, si on comprend le projet. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre le projet. Donc ça, c'est le rôle. Bah, c'est à nous aussi d'aller questionner pour comprendre le projet. Bah, après, on peut faire des propositions aussi qui peuvent être différentes. Parce que on peut sentir aussi que ça répond mieux aux besoins du client. Ou, et donc, moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients en direct où ils venaient pour quelque chose et à un moment, en questionnant, je sens que leur demande, elle n'est pas précise, en fait. Et, et là, je leur amène sur la table un élément qui, d'un coup, je vois, waouh, ça rayonne. Et bah oui, parce que je parle de quelque chose de spirituel et du coup, c'est ça qu'ils venaient chercher, mais ils n'osaient pas en parler, en fait. Et pour le coup, bah, comment on intègre ça dans la... Et là, après, bah, là, tout s'est libéré, hein. Euh, et donc, c'est important. Et après, c'est important aussi pour les gens qui travaillent bah, dans l'entreprise de comprendre le sens. Parce que derrière, bah, comme je dis tout à l'heure, ils sont pas là pour juger si c'est bien ou si c'est pas bien, en fait. Eux, ils sont là pour mettre en musique, en fait, pour créer l'ouvrage. Et donc, l'ouvrage, bah, si on le crée, suivant l'attitude qu'on a quand on le crée, bah, on met une énergie quand on travaille. Et cette énergie, dans la construction, elle reste après, en fait. Elle est présente, en fait. Et du coup, elle vit avec les gens qui sont dedans aussi. Et souvent, j'ai des clients, ben encore, il y a quelques temps, j'en ai rencontré plusieurs et ils me disent, bah, l'énergie que vous avez mis pour construire la maison, elle est toujours là, en fait. Et il y a des gens qui sont sensibles aussi à ça. Ils disent, et nous, ils sont super contents de vivre dans une maison qui a été conçue aussi par des gens qui ont mis de la conscience, de l'amour aussi dans leur travail, qui ont travaillé avec leur cœur, en fait. Donc, cette relation-là, elle se ressent, et c'est là où c'est important dans une entreprise que les collaborateurs comprennent le sens et derrière, bah, ils y mettent tout leur cœur à l'ouvrage, comme on dit. Mettre son cœur à l'ouvrage, c'est ça, en fait, c'est vraiment ça, en fait. Et les clients le ressentent, ils nous le disent, en fait. Et on a des retours de clients de satisfaction sur, qui sont très positifs, en fait. Et on fait la même chose quand c'est un- un chantier pour une entreprise ou un marché public, en fait. On considère que, bah, que ce soit un marché public, bah, c'est plus impersonnel, mais pour autant, c'est du collectif, c'est bien de tout le monde, en fait. Et donc, si on y met quelque chose de joyeux, de positif, bah, le lieu rayonnera aussi ça. Et donc, ceux qui viendront dans ce lieu pour y faire ce qu'il y a à y faire en fonction, bah, ils bénéficieront en tous les cas, consciemment ou inconsciemment, de l'énergie qui est posée à l'intérieur. Donc ça nous appartient aussi individuellement et donc dans nos relations, bah, on est sensible aussi à ça. Donc on privilégie de travailler avec des gens qui ont une sensibilité aussi, parce que bah, c'est, ça nous va bien aussi et on peut s'apporter aussi mutuellement. Donc c'est des choix aussi qu'on fait de, de, de maître d'ouvrage, et on n'a pas la prétention d'être mieux ou qui que ce soit, mais en tous les cas, hein, on va travailler là où on sait que c'est OK aussi avec notre éthique, avec tout ça en fait, et que là on pourra apporter
on pourra apporter au projet et ça nous va bien aussi. Puis bah, dans les fournisseurs, bah, on va aussi travailler avec nos fournisseurs. On essaie de travailler plus en partenariat pour leur apporter aussi, leur définir aussi nos besoins, nos exigences, et faire en sorte que on ait une relation aussi de gagnant-gagnant, c'est à travers ça, en fait. On n'est pas là pour exploiter les personnes, on est là pour travailler en bonne intelligence. Et donc on va dire les choses quand elles vont bien et quand elles vont mal, on va les dire aussi. Il faut être capable aussi de dire les choses qui vont bien. On a plus de facilité à dire ce qui va pas bien que ce qui va bien. Et, euh, et je pense que c'est en disant aussi ce qui va bien qu'on encourage les gens à faire encore mieux, enfin, à s'améliorer. Et, euh, et souvent, ce qui va bien, ça pèse beaucoup plus que ce qui va mal, en fait. Quand on regarde dans un ouvrage, on regarde toute l'énergie qui a été investie, et puis effectivement, on va y voir un petit défaut, mais il va peser 10%, 5%, 1%, 0,1% de l'affaire, et on va voir que ça. C'est le seul compliment qu'on va pouvoir faire à la personne qui l'a fait. C'est très réducteur, je trouve. Alors que si on le félicite pour les 99,9% qu'il a fait de très bien, et qu'on lui montre que il y a un petit détail, bah, la prochaine fois, il corrigera le détail. Parce il va se remplir de toute cette énergie-là et de se satisfaire aussi de toute l'énergie qu'il a investie pour faire son travail. Là aussi, c'est important aussi de changer aussi nos regards par rapport à ça et de considérer que bah, l'investissement, quel qu'il soit, il est précieux et, euh, et en ayant une attitude aussi de reconnaissance sincère, j'encourage aussi mon collaborateur ou peu importe qui que ce soit, ou mon fournisseur, à faire mieux, en fait. C'est un point de vue. J'ai répondu à la question. Tout à fait. Moi, j'aurais une petite question sur l'argent, parce que c'est quand même important. Bah oui. Tout à l'heure, tu disais que tu relevais des défis quand tu avais des problématiques. Et quand tu as des problématiques argent, quand même, Enfin, je sais pas si c'est un petit peu différent, mais c'est quand même autre chose, parce que derrière, tu es porteur de tout un tas de collaborateurs qu'il faut que tu emmènes avec toi. Donc, c'est un vrai défi quand on est entrepreneur. Et en parallèle aussi, comment tu gères par exemple les augmentations de salaire ou tout ça, parce que là aussi, est-ce que tu as un regard un petit peu différent de ce qu'on voit? Enfin, comment ça se passe chez toi? Alors l'argent, c'est pas un sujet tabou, contrairement à ce que c'est. Enfin, souvent c'est perçu comme quelque chose de tabou, et pour autant, l'argent, c'est un moyen d'échange, en fait. Quelque part, euh, que ce soit une entreprise, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Euh, C'est je sais pas pas pourquoi joli comme expression. c'est pas une expression, enfin moi en tous les cas, c'est pas une expression que là je le dis parce que c'est sûr, c'est souvent ce que j'entends et c'est pas une expression que moi je pratique en tous les cas et je partage pas forcément cette vérité-là en tous les cas. Euh, Parce que l'argent il est lié aussi bah, il est lié aussi à comment dire à nos croyances aussi, c'est lié aussi à notre imaginaire aussi et donc, quand on a de l'argent, bah, c'est facile, on va dire, mais pas toujours. Et on peut avoir beaucoup d'argent et ne pas être heureux non plus. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on veut, en fait. Et dans une entreprise, bah, l'argent, c'est le fruit aussi. C'est un échange.
C'est-à-dire qu'on fait une prestation et on vend, on fait une prestation et derrière on a un échange en argent qui sert derrière à rétribuer du salaire, des charges, des de l'achat de matériaux, donc l'achat de matériaux, des investissements, enfin voilà, il y a tout ça qui est derrière en fait. Et c'est important de bien comprendre aussi à quoi sert l'argent, parce que ça sert à beaucoup de choses. Et puis après, à la fin, ben, il en reste, normalement, c'est mieux s'il en reste, qu'on appelle du résultat en fait. Un résultat financier, mais il y a un résultat financier pas forcément lié toujours à un résultat, comment dire, un résultat un résultat de ce qui est produit en fait. Donc l'argent, ça nous renvoie individuellement, de mon point de vue en tant que chef d'entreprise, à la relation qu'on a avec l'argent. Et donc effectivement, si je suis pas clair avec la relation, moi, en tant que personne, bah, dans mon entreprise, je vais avoir aussi des problèmes qui vont venir me toucher aussi dans là où je ne suis pas clair en fait. Et donc, si je suis toujours en manque, eh ben, je vais en manquer, c'est sûr. Il y a des grandes chances que j'en manque. Et donc ça permet aussi si je suis clair, ça permet aussi de clarifier sur ma tarification. Une tarification, c'est quoi? Est-ce que mes collègues, ils vendent ça à tel prix, je fais à tel prix en fait. Est-ce que c'est le tarif du marché? Est-ce que c'est le tarif bah moi je pars sur la tarification, ça correspond à ce qu'on fait dans l'entreprise, à la façon dont on travaille, et donc après derrière tout ça, bah c'est comment on arrive à vendre ça. Et donc bah, c'est lié aussi derrière à l'efficacité de l'entreprise. Et donc si les personnes sont dans de bonnes conditions, qu'elles sont reconnues, et qu'elles savent qu'on prend soin d'eux dans le travail, sur la sécurité, sur le choix des matériels, sur le choix des marchés, sur le choix des prestataires, eh bien, la productivité, elle sera au rendez-vous, en fait. Alors qu'à l'inverse, si je prime, si c'est l'argent qui guide tout, bah, je vais avoir une attitude de supériorité, imposer des choses et ainsi de suite. Et du coup, le- quand on vit sous la pression, on est beaucoup moins productif que quand on est épanoui, en fait. Qui qu'on soit, dans quel que soit le domaine. Et donc, ce qui fait qu'après, le prix, bah, il est défini par rapport à tous ces paramètres-là. Et après, c'est comment je vais vendre ma prestation. Et donc, est-ce que je vends un prix ou est-ce que je vends une prestation? C'est pas la même chose, en fait. Et donc, moi, je vends une prestation. Et après, j'explique ce que je vends et, euh, et comment je le vends, en fait. Et pourquoi je vends ça comme ça. Et donc, les... ce qui est important après, c'est bah, par rapport à l'argent, c'est que quand je vends quelque chose à un client, quel qu'il soit du privé, du public ou autre, c'est la satisfaction de dire c'est équilibré. C'est-à-dire que ma prestation, elle est à hauteur du prix que j'ai mis, en fait. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est important, et puis bah, pour l'entreprise aussi, c'est important de se dire, OK, on a vendu une prestation, mais et, euh, j'ai pas la prétention et du tout d'être le moins cher du marché, loin de là. Par contre, mes clients, ils achètent quelque chose, mais derrière, ils sont satisfaits en disant, OK, on a acheté ça, mais on sait ce qu'on a aussi. On a vu ce qu'il y avait en face, en fait. Et donc,
on est d'accord aussi avec ça. Voilà. Après, l'argent dans une entreprise, on a vécu des moments difficiles aussi dans l'entreprise, et donc euh, très difficiles même, il y a quelques années. Et bah, à un moment, ça vient de c'est là où j'ai appris beaucoup aussi à cette époque, parce que bah, quand c'est très difficile, on est un peu seul en fait. Parce que j'avais pas à partager avec mes équipes les problèmes d'argent de l'entreprise, c'était pas leur affaire. Et de les mettre dans du stress, ça n'aurait rien avancé, sinon empirer la chose. Et ils avaient pas vu ça parce que c'est pas leur rôle non plus en tant que tel. Et, euh, et donc ça a duré pendant quasiment 2 ans. Et à un moment, à partir du moment où j'ai accepté la situation et j'ai accepté la situation telle qu'elle était, et j'ai arrêté de me battre euh, contre quelque chose, il s'est passé quelque chose en fait. Et donc du coup, j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des personnes qui sont venues m'aider à comprendre bah, comment je travaillais, mon système. Du coup, j'ai pu remettre à plat toutes mes méthodes de travail et trouver justement, euh, on avait un dysfonctionnement quelque part que j'arrivais pas à trouver. Euh, et en allant, comment dire, rencontrer des personnes qui m'ont aidé à trouver enfin, notre mode de fonctionnement, à remettre aussi du sens aussi dans nos façons de calculer nos prix, dans tout ça en fait. On a retravaillé tout ça, on a remis beaucoup de sens dans tout ça. Et après, ben, on a retrouvé de la rentabilité, on a retrouvé des marchés, on a pu accéder à des marchés, on n'arrivait plus à accéder. Euh, Alors qu'on n'avait pas changé grand-chose sur le fond. On avait retravaillé des façons de calculer nos prix, des façons beaucoup plus ajustées, beaucoup plus fines, en fait, qui correspondaient beaucoup plus à l'entreprise. Et à partir de là, bah, on a retrouvé de la rentabilité et de l'efficience dans. Donc, je pense que si j'avais pas changé ma posture, mon attitude vis-à-vis de la situation, bien sûr, je serais encore à la tête de l'entreprise aujourd'hui, en fait. Et, il y a une chose qui est importante aussi, bah, c'est que j'ai toujours eu la foi. euh, et, et donc ça, c'est quelque chose d'important aussi dans les moments aussi difficiles. Avoir la foi, c'est pas lutter en fait. C'est au fond de moi, j'avais la foi qu'il y avait des solutions en fait. Et ça, c'était ce qui m'a permis à un moment de lâcher prise et de pouvoir m'ouvrir aussi à plus grand, plus large. Et c'est là que j'ai pu les solutions, j'ai pu les trouver dans quelque chose qui était au-delà de ce que j'avais imaginé, ce que je pouvais imaginer dans mon quotidien. Donc oui, l'argent, c'est important, mais ça fait pas tout. Et, euh, et donc, comme j'ai dit, bah, mon combat, c'est pas l'argent, en fait. Je me bats pas contre l'argent ou pour l'argent. En fait. L'argent vient, quelque part, c'est une récompense de l'investissement, du service rendu, de, de ce qu'on de ce qu'on met et dans de l'investissement aussi de chaque personne de l'entreprise. Donc après les politiques salariales, là, c'est pareil.
Moi, j'essaye d'avoir quelque chose qui est équitable. Alors, après, ça veut dire ce que ça veut dire, euh, mais, euh, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit équitable et que ce soit aussi partagé, c'est-à-dire qu'on soit d'accord aussi avec les salariés sur les tarifs de rémunération de chacun. Et donc, bah, on peut pas tout faire. Si, parfois, bah, on sait dire non, mais on sait aussi expliquer pourquoi. Euh, Parce que dans la rémunération, il y a la partie numéraire, mais dans une entreprise, il y a beaucoup de choses. Le bien-être d'une entreprise, la qualité du travail, enfin tout ça, ça fait partie aussi de, de, de tout l'environnement en fait du travail. Et aujourd'hui, les gens qui viennent dans l'entreprise, mais je pense que c'est en général aussi, le premier critère, c'est pas la rémunération. Nous, on est plutôt, la rémunération, elle arrive plutôt en quatrième position dans les gens qui viennent chez nous dans l'entreprise. Mais elle est importante, forcément. Elle est importante, mais on connaît plein de gens qui ont des très grosses rémunérations et qui sont pas heureux non plus. Donc après, on essaie aussi de partager, d'avoir de l'intéressement aussi pour partager aussi les résultats, ce qui me paraît assez logique. Et voilà, et après, bah, les années où on a eu peu de résultats, bah, on partage pas ce qu'on n'a pas en fait. C'est pas pour autant que les gens n'ont pas travaillé en fait. Mais voilà, il y a des conditions parfois qui font, bah, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Après, il y a un salaire, donc la base c'est le salaire. Après, le reste c'est du plus en fait. Ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Si, si, si. Ici, et, malheureusement, le temps file et on aimerait t'interviewer encore plein de temps, mais il nous reste moins de 10 minutes pour boucler l'interview. ok. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner à ceux qui nous regardent? Alors après, je suis pas un conseiller en tant que tel. Donc moi je partage des expériences et comme je l'ai dit en préambule, je détiens pas la vérité, je détiens juste ma vérité à moi et qui bouge en permanence aussi. Et donc, si j'ai accepté de faire cette entrevue, bah, c'est pour partager aussi des expériences qui m'appartiennent et qui peuvent interpeller les uns ou les autres. Et si ça peut donner des idées ou des envies, bah, c'est OK aussi. Mais en aucun cas, essayez pas de faire ce que je fais parce que ça m'appartient. D'en prendre des idées et de construire. Chacun construit sa vie et son avenir. Moi, j'apprends aussi en écoutant des personnes et parfois il y a un petit truc, tiens, c'est intéressant, je vais l'expérimenter. Donc, s'il y a des choses que j'ai dit qui ont interpellé, bah, j'invite en tous les cas les gens à expérimenter. Il n'y a que par l'expérience en fait qu'on comprend ou qu'on apprend les choses en fait. Euh, et donc, ce qui est important après, euh, c'est comme je disais, la posture qu'on a, la façon dont on regarde les choses qui est importante. Et donc, si j'avais une chose importante à dire aux personnes qui écoutent, je suis responsable de ma posture. Et donc, en fonction du choix de ma posture, les conditions de vie les conditions de vie que je vivrai, elles en dépendront en fait. Et donc, quand je dis ça, c'est bah, comme par exemple tout à l'heure, je parlais quand il y a un problème, en fait, c'est quoi ma posture? Est-ce que c'est là pour mettre quelqu'un
sur la cause de quelqu'un, l'écraser, le juger, le traiter de nul ou je sais pas quoi? Ou est-ce que c'est pour l'aider à grandir en fait? Et donc là, il faut être clair sur sa posture, en fait. Et quand on fait quand on est manager, c'est hyper important d'être clair sur sa posture. Donc j'ai pas dit que c'était bien ou mal, chacun choisit, mais en tous les cas, je suis responsable. Et donc en fonction de la posture que je prends, bah, j'aurai les retours aussi qui sont en conséquence de ça, en fait. Et donc, bah, soit je verrai les autres comme des gens qui sont nuls ou mauvais, ou ainsi de suite, ou soit je les verrai comme des gens qui ont du talent et du coup, je les accompagnerai à redécouvrir leur talent, en tous les cas, et à les mettre au service. Donc ça, c'est important, et c'est pour ça qu'après, quand je disais, bah, un problème, ça devient une opportunité de grandir, bah oui, si je sais le regarder comme ça, oui, effectivement, quel que soit le problème. Donc, c'est, c'est, oui, parfois il y a des erreurs qui coûtent cher à une entreprise, oui. Financièrement, quand on parle que d'argent, oui, ça nous coûte cher. Mais après, c'est peut-être des erreurs qui nous élèvent de trois marches, en fait. Et donc, pour le coup, ok, j'ai payé, mais j'ai payé pourquoi, en fait? Ou alors autrement, bah, ça me coûte cher, mais du coup, ça nous rabaisse ou ça rabaisse mes collaborateurs, hein. Du coup, j'ai perdu deux fois, en fait, ou trois fois. Ça peut être plus que ça. Dans un cas, ça peut devenir un investissement, ou dans l'autre cas, un- une charge, en fait. Donc voilà un peu quelque chose qui est important et que je trouve, moi, en tous les cas, qui m'aide tous les jours et qui me rend aussi joyeux dans mon quotidien. Et pour conclure, est-ce que chacun de vous pourrait nous donner un mot pour l'ensemble de l'interview? Et je te laisse commencer, Michel. Et ben moi, si j'avais un mot à donner, je dirais le mot acceptation, en fait. Donc accepter ce qui est. Et à partir de là, tout est possible. Merci. Moi, je retiens de cette interview le mot écouter. Euh, écouter ce qu'il y a en nous. Tu as parlé beaucoup des ressentis corporels. Écouter l'autre dans qui il est. Et aussi et écouter quelque chose de plus grand. En tout cas, moi, ce serait mon mot résumé. Écouter. Nolwenn? Et puis moi, vécu, parce que en fait, j'ai vécu voilà, cette interview, j'ai eu des frissons à peu près partout et j'ai eu des émotions, donc voilà, c'est cool. Merci Michel, donc c'est vécu pour moi. Oui, merci énormément Michel d'avoir répondu à toutes nos questions. On en a encore plein d'autres et on espère que tu reviendras pour en parler avec nous. En tout cas, on espère, chers auditeurs, que vous avez aussi apprécié ce témoignage et que vous en avez retiré toutes les pépites. On vous dit en tout cas à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.